trajectoire d'un chef d'État vivant et en fonction, la question des sources est essentielle. Quelles sont les sources ? Tout d'abord, il faut se fonder sur les sources officielles et sur la très abondante documentation disponible sur le site du Kremlin, tout simplement, qui ne doivent jamais être écartées parce qu'elles sont officielles. Il y a beaucoup de choses sur ce site du Kremlin. Poutine a beaucoup parlé, mais il a peu écrit, à part une thèse de doctorat, dont on n'est pas très sûr d'ailleurs qu'il l'ait écrite lui-même, et on dispose de son autobiographie qui a été écrite en 2000 sous forme d'interview conduite par 4 journalistes politiques fort opportunément intitulée « À la première personne ». Je vais rappeler juste en guise d'introduction la trame chronologique de cette trajectoire de Vladimir Poutine qui est connue de tous et que je vais suivre pour dérouler le fil de cette longue conférence. Né en 1952 à Saint-Pétersbourg, jeune homme passionné de sport, et en particulier de sport de combat de judo, il effectue des études de droit à l'université de Saint-Pétersbourg, à l'époque Leningrad, et tout de suite en sortant de la fac, il devient agent de renseignement au KGB, que j'appellerai plus tard KGB pour prendre la prononciation française. Une carrière qui va se poursuivre pendant 15 ans et qu'il va quitter au moment de la chute de l'URSS pour entrer au poste de conseiller du maire démocrate de Saint-Pétersbourg en 1990. En 1996, il déménage à Moscou et poursuit sa carrière de fonctionnaire dans l'administration fédérale cette fois-ci, au Kremlin, puis à la direction du FSB, qui est l'institution qui succède au KGB en 1998. Il devient directeur du FSB. L'année d'après, il accède au poste de Premier ministre et presque immédiatement, quelques mois après, il devient président de la Fédération de Russie, par intérim d'abord, puis élu en mars 2000. Pour 2 mandats successifs, 2004, 2008. De 2008 à 2012, il devient Premier ministre du président Dmitri Medvedev, dont nous verrons que c'est un proche collaborateur de Poutine déjà dans les années 90. Et puis il revient à la présidence en 2012 pour 2 mandats de 6 ans, 2 mandats qui s'achèvent en 2024. Et il a été réélu il y a quelques semaines pour un 5e mandat, suite à l'adoption d'une réforme constitutionnelle qui est intervenue en 2020 pour rendre possible sa réélection. Ce mandat court jusqu'en 2030 et cela laisse entrevoir la possibilité d'une réélection jusqu'à 2036. Il quitterait ses fonctions à l'âge de 84 ans. En février 2022, il a donc lancé cette opération de guerre à grande échelle contre l'Ukraine, une guerre de haute intensité qui le met de manière très claire au banc du monde occidental. Nous allons tout d'abord voir comment un garçon russe ordinaire, Vladimir Poutine, devient agent de renseignement, haut fonctionnaire, puis conseiller du prince. Nous allons donc nous promener dans les années 1952-1999, de la naissance à l'accession au pouvoir suprême au Kremlin, à la fonction de président de la Fédération de Russie en 2000. Vladimir Poutine est un enfant tardif de la guerre et du blocus. Il est né le 7 octobre 1952 à Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, au sein d'une famille modeste de la classe ouvrière dont il est le 3e et dernier enfant. Bien avant sa naissance, ses parents, Vladimir Spiridonovitch Poutine, né en 1911 et mort en 1999, et Maria Ivanovna Poutina, née en 1911 et morte en 1998, avaient eu 2 fils, Albert, né dans les années 30, et Victor, né en 1940. Ces 2 enfants sont tous 2 décédés en bas âge de diphtérie et de malnutrition pendant le blocus de Leningrad. À la naissance de Vladimir Poutine, ses 2 parents ont 41 ans, ce qui est très âgé pour l'époque. Il est donc un enfant dont la conception porte la marque de la résilience et de la vie retrouvée après les effroyables épreuves de la Grande Guerre patriotique de 1941-1945 et en particulier du blocus dans une ville qui porte les stigmates de cette époque jusqu'à la fin de l'URSS. Partout à Leningrad, on voit la trace des bombardements et des destructions de la guerre. Ces anecdotes et ces tragédies sont dans toutes les têtes et sur toutes les lèvres. Sans parler évidemment de l'omniprésence des immenses cimetières et des monuments aux morts, des stèles à la gloire des héros et des affiches commémoratives de la première des villes héros de l'URSS, qui a enduré un blocus de presque 3 ans, entre 1941 et 1944, et perdu près de 2 millions de ses citoyens, dont 1 million de victimes civiles, morts le plus souvent de froid et de faim. Être un habitant de Leningrad, après la guerre, c'est pas tant être fier d'habiter l'ancienne capitale des Tsars, que d'être à l'unisson de cet extraordinaire esprit de résilience
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.